Bonjour. Donc nous allons essayer de traiter aujourd'hui le dernier chapitre du module de génétique du 4e semestre de la filière SVI. Ce chapitre concerne les notions de complémentation et de groupe de complémentation. Alors ça utilise un peu de la génétique classique, c'est-à-dire on étudie des gènes par utilisation de mutants. Et ça se fait chez un organisme à cycle haplodiplobiontique. On va voir après pourquoi un organisme à cycle haplodiplobiontique. Et comme exemple, on va prendre les chaînes de biosynthèse de certains produits chez ces micro-organismes. Alors tout d'abord, la plupart des nutriments que la bactérie ou la levure synthétise elle-même sont synthétisés en plusieurs étapes enzymatiques à partir de substrats initiaux. Donc plusieurs étapes enzymatiques, ça veut dire qu'il y a plusieurs réactions. Chaque réaction, elle est catalysée par une enzyme et chaque enzyme est codée par un gène. Alors, pour que l'organisme soit ou ait un phénotype sauvage, il faut que tous les gènes de la chaîne de biosynthèse du nutriment en question, il faut que tous ces gènes soient à l'état sauvage. Alors, si au moins un gène il est muté, la souche perd le phénotype sauvage et donc devient auxotrophe pour le nutriment en question. Pourquoi? Parce que une mutation d'un gène, c'est un changement de la séquence d'acides nucléiques. Alors, ces notions sont traitées plus en détail en module de biologie moléculaire du 5e semestre de la filière toujours SVI. Donc, je disais, une mutation, c'est un changement de la séquence du gène. Ce changement est traduit en changement du polypeptide correspondant. Donc, lorsqu'il s'agit d'une enzyme, l'enzyme elle est changée, donc soit ou peut-être même elle est absente, donc l'étape enzymatique n'est pas effectuée et ça provoque l'arrêt de la chaîne de biosynthèse. Alors, comme exemple ici, nous allons prendre la chaîne de biosynthèse des pyrimidines chez la levure Saccharomyces cerevisiae, qui a un cycle haplodiplobiontique. Donc, on voit que cette chaîne, les substrats initiaux, c'est la glutamine, le bicarbonate et l'ATP. Alors, ce n'est pas important le nom des produits intermédiaires. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a 9 gènes. Chaque gène est catalysé par une enzyme et chaque enzyme est codée par un gène. Par exemple, le gène PIR-A code pour la carbamylphosphatase qui permet de transformer ces substrats en aspartate plus carbamylphosphate, par exemple. Jusqu'à la dernière étape, c'est le gène PIR-G qui code pour la CTPase qui permet la synthèse de l'acétidine 5' triphosphate. Donc, si dans cette chaîne, au moins un gène est muté, par exemple, ici, le gène PIR-E, s'il est muté, il n'y aura pas d'orétidylphosphatase et donc la chaîne va s'arrêter à l'orotate. Par conséquent, il n'y aura pas de citidine 5' triphosphate et donc il n'y aura pas de phénotype sauvage. La souche deviendra PIR-. Alors la même chose, s'il y a un deuxième gène qui est muté, un gène 2 ou 3, c'est la même chose. Toujours, la souche sera auxotrophe pour les pyrimidines. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'elle est mutée pour qu'elle se multiplie, il faut lui additionner dans le milieu les pyrimidines. Alors, ces mutants, en fait, qu'on prépare du chaîne de biosynthèse, elles nous permettent de déterminer combien de gènes sont impliqués dans une chaîne de biosynthèse donnée. Est-ce qu'il y a 3 gènes, 4, 5 ou combien? Et c'est là l'intérêt d'utiliser un micro-organisme à cycle haplodiplobiontique tel que la levure Saccharomyces cerevisiae. Alors, le cycle de cet organisme,
il peut emprunter soit une reproduction asexuée, donc par bourgeonnement, par mitose simple, ou une reproduction sexuée, donc qui passe par la fécondation. Donc c'est un schéma très simple ici. On montre des cellules A. Donc A, c'est un signe sexuel de la levure. Ces cellules sont à N chromosomes. Et des cellules alpha, c'est l'autre signe sexuel. Et aussi, on a N chromosomes. Alors, la fécondation va donner le zygote qui a 2 N chromosomes. Ce zygote va soit subir des mitoses pour donner des cellules à 2 N chromosomes, donc c'est une reproduction asexuée, soit il va subir la méiose pour donner des asques, et les asques contiennent les spores qui sont des cellules à N chromosomes. Ces spores, ils vont soit subir des mitoses pour donner des cellules à N chromosomes, soit entrer dans un cycle de fécondation, comme ici au départ. Donc cette levure nous permet d'étudier en même temps les cellules à N chromosomes issues de la méiose et des cellules à 2 N chromosomes issues de la mitose du zygote. Alors tout d'abord, pour déterminer ce nombre de gènes impliqués dans une chaîne de biosynthèse donnée, il faut tout d'abord avoir des mutants, puisque au départ on a dit que ça se fait par utilisation de mutants. Donc il s'agit d'exposer la souche sauvage à un agent mutagène, tel que les rayons ultraviolets, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, sur un milieu complet. Ensuite, on fait un repiquage du milieu complet vers un milieu minimum. Sur ce milieu minimum, on sélectionne les mutants. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'isoler les mutants qui sont mutés au niveau de la chaîne de biosynthèse des pyrimidines. Ça veut dire qu'ils sont pire-. Alors, comment on reconnaît une souche pire plus d'une souche pire-? Tout simplement en regardant est-ce qu'elle se multiplie ou non sur milieu minimum. Alors, tout d'abord, il est à rappeler que le milieu complet sur lequel on fait la mutation induite, donc sur lequel on expose la souche à l'agent mutagène, c'est un milieu qui contient tous les nutriments dont la cellule a besoin. C'est-à-dire que même si la cellule est mutée au niveau d'une ou de plusieurs chaînes de biosynthèse, elle peut se multiplier sur milieu complet. Par contre, un milieu minimum ne contient que les sels minéraux et la source de carbone. Donc, une souche quelconque, pour qu'elle puisse se multiplier sur un milieu minimum, il faut qu'elle soit sauvage pour toutes les chaînes de biosynthèse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable de synthétiser tous les nutriments dont elle a besoin. Si au moins une chaîne de biosynthèse est mutée, elle ne pourra pas se multiplier sur milieu minimum. Pour se multiplier, il faut lui additionner le nutriment qui manque. Donc, nous avons ici un schéma qui détaille un petit peu ces étapes. Donc, sur milieu complet solide, fait un étalement du micro-organisme. On fait une incubation. Alors, pour la levure, c'est généralement 25 degrés. Et on obtient un certain nombre de colonies. Puisque ça a été déjà soumis à l'action de l'agent mutagène, donc parmi ces colonies, il y en a celles qui sont mutées et celles qui ne le sont pas. Sur ce schéma, on résume un petit peu les détails de toutes ces étapes. Donc, comme on avait dit, on commence par un étalement de la souche sauvage sur un milieu complet. On fait agir des rayons ultraviolets qui vont créer des mutations. Après incubation, on va avoir un certain nombre de colonies. Parmi ces colonies, on a celles qui sont mutées et on a celles qui ne le sont pas. Pour le savoir, on doit faire ce qu'on appelle un repiquage sur un milieu minimum. Je répète que le milieu minimum, c'est un milieu sur lequel une souche mutée
au niveau de l'une de ces chaînes de biosynthèse, elle ne pourra pas se multiplier. Alors, ici, on voit que quelques colonies se sont multipliées ici, elles sont indiquées en rouge, et ne se sont pas multipliées sur le milieu minimum. Donc, ces colonies possèdent des mutations. Dans l'une des chaînes de biosynthèse. Alors, laquelle des chaînes de biosynthèse, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut revenir au milieu complet de départ et refaire un repiquage sur un milieu minimum, cette fois-ci additionné de pyrimidine. Les colonies qui se multiplient sur milieu minimum additionné de pyrimidine et qui ne se multiplient pas sur milieu minimum tout seul, ce sont des souches qui ont besoin de pyrimidine pour se multiplier. Donc, ce sont des souches qui ont perdu le phénotype PIR+. Elles sont devenues auxotrophes pour les pyrimidines. On prend l'exemple de ces 3 colonies. Ils n'ont pas donné de colonies ici après repiquage. Et non plus, ils n'ont pas donné de colonies ici. Donc, elles sont mutées quelque part ailleurs que la chaîne de biosynthèse de pyrimidine. Donc, c'est indiqué ici. Ça, c'est une manière d'isoler une souche mutée pour une chaîne de biosynthèse donnée. Et je répète ici, on prend comme exemple la chaîne de biosynthèse des pyrimidines. Alors, afin de pouvoir utiliser nos mutants pour déterminer le nombre de gènes impliqués dans la chaîne de biosynthèse, on aura besoin d'utiliser des mutants qui sont mutés au niveau d'un seul gène. On va voir pourquoi. C'est marqué ici, parce que ici vous avez le génotype sauvage, donc le phénotype sauvage, il est PIR+, tous les gènes sont à l'état sauvage, la souche, elle est autotrophe pour les pyrimidines. Elle est capable de synthétiser, donc elle peut se multiplier sur milieu minimum. Ici, nous avons une souche qui est PIR-, parce qu'elle est mutée au niveau des 2 gènes, qui sont PIR-C et PIR-E. Alors, qu'elle soit mutée au niveau des 2 gènes, ou d'un seul des 2 gènes, ou mutée au niveau de 3 gènes, le résultat sera le même. Ce sera toujours auxotrophe pour les pyrimidines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des souches qui sont mutées chacune au niveau d'un seul gène. Alors, pour isoler ces souches, on doit faire un croisement de la souche mutée avec la souche sauvage. Alors, point de vue génotype, une souche mutée au niveau d'un seul gène diffère de la souche sauvage par ce seul gène, puisque c'est le seul qui est muté. Donc, le croisement de cette souche mutée avec la souche sauvage doit donner le résultat d'un monohybridisme lorsqu'on analyse les spores en vrac, c'est-à-dire la souche PIR- croisée avec la souche sauvage qui est PIR+, doit donner une descendance en spores en vrac qui est constituée de 50% qui sont auxotrophes et 50% qui sont autotrophes pour le pyrimidine. Alors, lorsqu'on obtient ce résultat, ça veut dire que la souche PIR- qu'on a isolée, elle est mutée au niveau d'un seul gène. Alors, bien sûr, si on fait ce croisement, on n'obtient pas le résultat du monohybridisme, c'est-à-dire 50% PIR- et 50% PIR+, ça veut dire que cette souche, elle est mutée au niveau de plus qu'un gène. Donc, une souche qui est mutée au niveau de plus qu'un gène ne nous intéresse pas pour déterminer le nombre de gènes impliqués. Alors, après avoir isolé un certain nombre de souches qui sont mutées chacune au niveau d'un seul gène, on doit procéder à ce qu'on appelle des tests de complémentation. Alors, c'est quoi un test de complémentation? C'est tout simplement, c'est un test qui permet de voir est-ce que 2 souches qui sont toutes les 2 mutées
au niveau d'un seul gène? Est-ce qu'elles sont mutées au niveau d'un même gène ou au niveau de deux gènes différents? Alors ici, on a l'exemple de deux souches PIR1 qu'on a appelées 1 et 2. Toutes les deux sont mutées, sont PIR-. On fait la fécondation entre les deux souches, donc entre la A, qui est le signe sexuel, et l'autre souche alpha, qui est l'autre signe sexuel, qui sont toutes les deux bien sûr à N chromosomes. Et on analyse le phénotype du zygote issu de cette fécondation. Alors donc là, on aura besoin d'analyser des cellules à 2 N chromosomes. C'est ça l'intérêt du cycle haplodiplobiontique. Donc on a deux cas. Soit que le zygote issu de cette fécondation, il a le phénotype sauvage, il est PIR+. Dans ce cas, on dit que les deux souches se complémentent entre elles. Il y a complémentation. Si ce zygote, il est de phénotype PIR-, c'est-à-dire s'il est auxotrophe, ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentation. Et donc la souche PIR1 et PIR2 ne se complémentent pas. Alors, on peut interpréter ça par un schéma. On va prendre le premier cas où les deux souches sont mutées au niveau du même gène de la chaîne de biosynthèse, qui est dans notre cas les pyrimidines. Donc nous avons ici un chromosome représenté avec un certain nombre des gènes de cette chaîne de biosynthèse et l'autre souche, PIR2, avec le même nombre de gènes sur le même chromosome. Ces deux chromosomes, bien sûr, ce sont des chromosomes homologues. Alors après fécondation, on voit que les deux souches sont mutées chacune au niveau d'un seul gène. Et en plus, c'est le même gène qui est muté chez les deux souches. Donc chez le zygote, l'enzyme de la chaîne qui est absente, elle est codée par le même gène qui est muté ici. Donc chez le zygote, cette enzyme, elle manque. Donc la chaîne de biosynthèse ne va pas pouvoir continuer. Et le zygote sera de phénotype muté, sera PIR-. Il n'y a pas de complémentation ici. Les deux souches ne se complémentent pas. Et c'est le même gène qui est concerné. Donc ces deux mutations correspondent tout simplement à deux formes alléliques d'un même gène. Autrement dit, ce sont des mutations qui sont allèles. Et ça veut dire, par ce test de complémentation, ça veut dire que ces deux souches, 1 et 2, sont mutées au niveau d'un même gène, puisqu'elles ne se complémentent pas. Le deuxième cas, c'est lorsque les deux souches sont mutées au niveau de deux gènes différents. Donc je refais ici le même chromosome avec le même nombre de gènes, mais PIR1, la souche PIR1, elle est mutée au niveau d'un gène, la souche PIR2 est mutée au niveau d'un autre gène. Alors après fécondation, on va avoir le zygote qui est à 2 N chromosomes, donc vous voyez ici les deux chromosomes homologues. L'enzyme qui manque à cause de cette mutation ici, elle est codée par ce gène qui est sauvage. C'est l'inverse pour l'autre. L'enzyme qui manque à cause de la mutation de ce gène, elle est codée par ce gène qui est sauvage. Donc, chez ce zygote, les deux enzymes sont présentes. Donc, la chaîne de biosynthèse pourra continuer et on aura un zygote qui a un phénotype sauvage. Donc, les deux souches, PIR1 et PIR2, se complémentent. Et ces deux mutations sont deux formes alléliques de deux gènes différents. C'est pourquoi on dit que ces deux mutations ne sont pas allèles. L'une n'est pas allèle de l'autre. Alors, après avoir donc fait ces tests de complémentation, on cherche le nombre de groupes de complémentation. Alors, un groupe de complémentation, on le détermine, ou ces groupes de complémentation, on les détermine en croisant toutes les souches isolées, mutées chacune au niveau d'un seul gène, on les croise 2 à 2, et on regarde le phénotype du zygote. Alors, s'il est PIR+, on lui donne un signe plus, s'il est PIR-, on lui donne un signe moins. Alors, je répète, ces choses sont croisées
toutes entre elles 2 à 2. Alors, sur ce tableau, on a donné l'exemple de 10 souches, donc de 1 jusqu'à 10. Et ici, la même chose, les mêmes souches. Alors, je précise ici, ce n'est pas le numéro des gènes, c'est le numéro des souches. Donc, elle dit pire 1, pire 2, pire 3, pire 4, jusqu'à pire 10. Les mêmes souches sont représentées ici. Alors, lorsqu'on croise, on va croiser, j'ai dit les souches, entre elles 2 à 2. Donc, 1 avec 2, 1 avec 3, jusqu'à 1 avec 10. La même chose pour 2, avec 1, avec 3, avec 4, jusqu'à 10. Et la même chose pour le reste. Alors, quand il y a un signe plus, ça veut dire qu'il y a complémentation. Ça veut dire que les 2 souches testées sont mutées au niveau de 2 gènes différents. S'il y a un signe moins, ça veut dire que les 2 souches testées sont mutées au niveau d'un même gène, parce qu'il n'y a pas complémentation. Et on cherche sur ce tableau le nombre de groupes de complémentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de complémentation? C'est l'ensemble des souches qui ne se complémentent pas entre elles, mais qui se complémentent avec toutes les autres souches. Par exemple, alors ce qui est moins ici, c'est marqué en rouge. Par exemple, si on prend la souche 1, elle ne se complémente pas avec elle-même, ça c'est évident. C'est pourquoi d'ailleurs sur la diagonale, il n'y a que des signes moins, parce qu'aucune souche ne peut se complémenter avec elle-même, puisque c'est la même mutation qui sera croisée avec elle-même. Alors 1, je continue, ne se complémente pas avec 4, il ne se complémente pas avec 6. Mais elle se complémente avec 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10. Donc elle se complémente avec toutes les souches, sauf avec 4 et 6. Si je prends 4, il ne se complémente pas avec elle-même non plus, il ne se complémente pas avec 6. Il se complémente avec tout le reste. Ça veut dire que les souches 1, 4 et 6 ne se complémentent pas avec elles, mais se complémentent avec tous les 7 autres souches qui restent. Donc 1, 4 et 6 constituent ce qu'on appelle un groupe de complémentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 souches, 1, 4 et 6, sont toutes les 3 mutées au niveau d'un même gène, et ce gène, il est différent de ceux qui sont mutés chez les autres souches, puisqu'il y a complémentation avec toutes les autres. Alors la même chose se passe pour les souches 5 et 2. Alors 2 ne se complémente pas avec 5, ne se complémente pas avec elle-même bien sûr, mais se complémente avec toutes les autres. 5, la même chose ici, ne se complémente pas avec elle-même, elle se complémente avec toutes les autres. Donc, les souches 5 et 2 constituent un autre groupe de complémentation. Alors, le même principe s'applique sur les souches 3, 7 et 8. Vous voyez, 3 ne se complémente pas avec elle-même, bien sûr, ne se complémente pas avec 7, ni avec 8. Elle se complémente avec toutes les autres. Donc, 3, 7, 8, c'est un troisième groupe de complémentation. Et finalement, nous avons le dernier groupe de complémentation qui contient les souches 9 et 10. Alors, certainement, on remarque que seulement la moitié du tableau qui est rempli, parce que si on remplit ici, ce sera la même chose. C'est le symétrique. Donc, on n'a pas besoin de remplir l'autre. Alors, si on veut reporter ça sur un génotype, ce résultat, on aura ça. Donc, ça, c'est un exemple, c'est un schéma. Dans cette étude, nous avons testé 10 souches. Chaque souche est représentée par un trait donc, qui représente le chromosome et les gènes qu'on a. Alors, les souches 1, 4 et 6 ne se complémentent pas entre elles. Ça veut dire qu'elles sont mutées au niveau d'un même gène, toutes les 3.
ce gène est différent de celui muté chez toutes les autres souches. Vous voyez, ce gène, il est sauvage ici, chez 5 et le reste. Les souches 2 et 5 ne se complémentent pas entre elles et se complémentent avec toutes les autres. Elles constituent un deuxième groupe de complémentation. Donc ces souches 2 et 5 sont mutées toutes les deux au niveau d'un même gène et ce gène il est différent de ceux qui sont mutés chez les autres. La même chose pour les souches 3, 7 et 8. Donc c'est un troisième gène. La même chose pour les souches 9 et 10. Donc on a affaire à un quatrième gène. Ça veut dire que lorsqu'on trouve, l'on met en évidence 4 groupes de complémentation, ça veut dire qu'on a mis en évidence au moins 4 gènes qui sont impliqués dans cette chaîne de biosynthèse. Alors je signale que ici, exprès, je n'ai pas représenté les mutations au même endroit. Par exemple, pour ce gène qui est muté chez les souches 1, 4 et 6, ce n'est pas le même endroit parce que ce n'est pas forcément la même mutation. Ce sont des mutations allèles, mais pas forcément identiques. Celui-là, par exemple, il est muté au niveau d'un endroit du gène, celle-là au niveau d'un autre endroit du gène, puisque quand on a préparé les mutants, on a fait agir un agent mutagène, et c'est des mutations qui sont au hasard, aléatoires. Alors, cette étude, donc, nous a permis de montrer que dans cette chaîne de biosynthèse qu'on utilise, il y a au moins 4 gènes qui sont impliqués. Je n'ai pas dit il y a 4 gènes. Pourquoi? Parce que 10 souches, c'est un nombre insuffisant pour avoir, je veux dire, une étude exhaustive, pour couvrir tous les gènes qui sont impliqués. Pour avoir de façon certaine tous les gènes qui sont impliqués, il faut analyser plus que 10, des dizaines de souches. C'est pourquoi c'est marqué ici 4 gènes. Peut-être si on additionne d'autres souches, on aura peut-être plus que 4 gènes. Et ça, c'est un schéma pour comprendre. Alors, pourquoi est-ce que tout à l'heure, on a dit qu'on a besoin de souches qui sont mutées au niveau d'un seul gène? Parce qu'une souche qui est mutée au niveau de 2 gènes ne peut pas servir ici. Pourquoi? Parce que, tout simplement par un schéma, si je prends la souche 1, par exemple, elle est mutée, les autres gènes, sont sauvages, elles ne se complémentent pas avec la souche 4, par exemple, ici la souche 1, ici la souche 4. Maintenant, si je prends la souche 2, par exemple, elle est mutée ici, par exemple. Si je prends une souche numéro 11, qui ne figure pas ici, et qui est mutée au niveau de 2 gènes, alors on aura ça. 11, par exemple, elle est mutée au niveau de ce gène, la même chose que 1 et 4, et elle est aussi mutée au niveau de ce gène. La même chose que 2. Donc cette souche ne va se complémenter ni avec 1 et 4, ni avec 2. Donc il ne va pas servir pour déterminer le nombre de groupes de complémentation. C'est pourquoi ici, on était obligé de sélectionner des souches qui sont mutées au niveau d'un seul gène. Et donc ce sera terminé pour ce chapitre.